Bonjour Thierry Philippona, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc directeur de la recherche et du plaidoyer chez Finance Watch. C'est quoi? C'est une association, c'est ça? Finance Watch est une association qui a été créée à Bruxelles il y a un peu plus de 10 ans et dont la mission est de prendre en compte l'intérêt général dans la réglementation financière. On regarde la réglementation financière, on essaye de voir quel est l'angle d'intérêt général dans cette réglementation et on développe un plaidoyer avec les institutions européennes, le Parlement, le Conseil, la Commission, pour dire, au fait, l'intérêt de la société sur ce sujet-là, c'est ceci, c'est cela. D'accord. Est-ce qu'une finance qui doit profiter à la société, cette idée, est-ce que c'est une préoccupation, une idée qui gagne du terrain, d'après vous? Je vois que vous avez repris notre slogan pour une finance au service de la société. Oui, c'est une idée qui clairement gagne du terrain. Quand on a commencé en 2011, on disait, tiens, c'est curieux comme idée. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui ne disent pas qu'il faut le faire. Après ça, on peut dire est-ce qu'ils le font vraiment, voilà. le faire vraiment. On a encore du travail. Oui, effectivement. Alors, il y a cette, on va parler ensemble des règles budgétaires européennes, et il y a cette étude, ce sondage qui a été mené par la New Economics Foundation auprès de 5000 citoyens européens. Il y en a 1000 par pays: France, Allemagne, Italie, Danemark et Irlande. Alors évidemment, on va se concentrer d'abord sur ce que disent les Français. 3 Français sur 5, 61% pour être précis, souhaitent plus de flexibilité pour les limites de dépenses et d'emprunt des États membres après la pandémie, et 57% pensent que l'Union devrait faciliter l'augmentation des dépenses pour la transition écologique. Est-ce qu'il faut remettre en cause durablement ce qui a été le dogme budgétaire de l'Union depuis des décennies, depuis, 40 ans, c'est ce déficit limité à 3% du PIB? Vous savez, une façon de répondre à votre question, c'est de voir d'où vient ce dogme. Oui. Ce dogme, il vient des discussions qui préparent le traité de Maastricht en 92, d'accord ? Donc les discussions, elles ont lieu au tout début des années 90, et on se dit, tiens, il faudrait peut-être mettre des règles pour limiter les déficits publics et la dette publique. La France, à l'époque, avait 2,6% de déficit public par rapport à son PIB. La France, qui a un point en Europe, dit « Bon, allez, on va proposer 3% parce que entre 2 et 6 et 3, ça me laisse une petite marge, après ça, on verra bien. » Et ça devient le dogme. Ça y est, c'est la nouvelle règle pour aujourd'hui 27 pays de l'Union européenne, sachant qu'on est 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard. Et puis les 60%, ça vient de... Alors c'est quoi les 60%, Alors, les on le rappelle ? 60%, c'est une limite sur le niveau de dette publique par rapport au PIB. Et ce 60%, c'était en gros la moyenne des États européens à l'époque. Donc on se dit, ce qui est la moyenne aujourd'hui, ça va devenir la règle. Aujourd'hui, alors il y a eu la pandémie, on est à 120%, en quasiment. France, on est autour de 120%, pas tout à fait. En Italie, on est 20 points plus haut, etc. En moyenne en Europe, on est un tout petit peu en dessous de 100%. Mais il y a 2 ou 3 problèmes avec ces ratios de 3% pour le déficit et de 60% pour la dette. C'est que d'abord, on voit qu'ils correspondent, qu'ils ont été pris dans un contexte économique qui n'a rien à voir, mais je le dis bien, rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Je veux dire, on n'est pas dans le même monde. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'appliquer une seule règle pour tout le monde et pour tout le temps, sachant que l'économie, c'est par nature quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui doit s'adapter. Et là, on a fixé une règle qui devient la règle pour tout le monde. Et la troisième chose, c'est qu'on est en train de prendre des ratios qui n'ont aucun sens économique. Pourquoi ? Règle, je dois limiter ma dette publique à 60% de mon produit intérieur brut. Une dette, c'est un stock. Le PIB, c'est un flux, c'est la production annuelle. Pourquoi y a-t-il le moindre rapport entre un stock de dette et un flux de production annuelle? La réponse est tous les économistes, il y a consensus de tous les économistes, j'ai envie de dire des économistes sérieux, il y en a beaucoup, dans toutes les sensibilités politiques, disent non, évidemment, c'est juste quelque chose qui n'a aucun sens économique. Donc, la question sur toute cette affaire, c'est qu'il faudrait qu'on ait un système qui permettent l'adaptation et l'adaptabilité, ce qui n'est pas la même chose. L'adaptation, c'est l'adaptation aux spécificités de chaque pays. Et ces spécificités, elles sont structurelles. Est-ce que la Bulgarie et la France ont les mêmes spécificités ? Peut-être que pas, je vais m'arrêter tout de suite là. Et puis, elles sont aussi conjoncturelles. La conjoncture économique des années 90 n'est pas la conjoncture économique des années 2020. Et puis, l'adaptabilité, c'est
l'évolution dans le temps, c'est la capacité à évoluer. Parce que se fixer une règle une fois pour toutes, c'est en fait se ligoter les mains, c'est s'empêcher de pouvoir s'adapter au monde quand il change. Et alors c'est le thème de cette note que vous avez publiée le mois dernier, intitulée « Sortir de l'impasse ». Et je voudrais qu'on le lie avec évidemment les enjeux du réchauffement climatique, c'est-à-dire que y a pas, pour vous, il n'y a pas d'autre option que de réinventer de nouvelles règles pour tenir les engagements climatiques ? C'est juste indispensable, c'est un incontournable. Pourquoi ? D'abord, des études extrêmement sérieuses qui montrent que 60% des investissements qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros par an, 60% des investissements qu'il est nécessaire de réaliser pour s'adapter au changement climatique ou pour lutter contre le changement climatique ne vont pas dégager la rentabilité nécessaire pour attirer des capitaux privés. Ça veut dire que s'ils n'attirent pas les capitaux privés, il faut que ce soit des capitaux publics. Donc, ça, c'est la première donne. La deuxième donne, c'est qu'on a toujours ce débat de « Ah oui, mais si on s'endette, c'est irresponsable pour les générations futures parce qu'elles vont devoir rembourser. » Mais la dette, c'est une priorité. C'est un vrai sujet, mais c'est une priorité de second ordre. La priorité de premier ordre par rapport aux générations futures, c'est de préparer un monde dans lequel on puisse vivre. Oui. Sinon, ça nous coûtera encore plus cher, quoi. Ah, mais ça nous coûtera encore beaucoup plus cher. Bien sûr. Quand on voit cette crise du Covid, voilà, c'est une pâle répétition de ce qui nous attend avec le changement climatique. Il n'y a qu'à lire les rapports du GIEC. Le dernier est sorti le 28 février dernier, c'est pas bien vieux. Voilà, c'est une pâle répétition. Et on voit que ces règles budgétaires européennes, elles ont été suspendues du fait du Covid en 2020, en 2021, en 2022. Et maintenant, mais là, on commence à dire qu'elle va peut-être revenir en 2023. Mais réfléchissons à ce que veut dire une règle que l'on suspend dès qu'il y a un problème. Ça veut dire que la règle ne sait pas s'adapter au monde qui, lui, bouge en permanence. Pardonnez-moi cette banalité, c'est évident que le monde bouge en permanence. Donc, il faut cette flexibilité. Mais la question de la dette, quand même, la pandémie a déjà amené les États européens à s'endetter. Il y a eu d'ailleurs, on peut dire que c'était un changement de pied quand même important dans le dogme de l'Union. On en fait quoi de cette dette souveraine Covid ? On la gomme, si on la gomme, il faut la gommer collectivement, parce que évidemment, si c'est un État tout seul, il est perdu. Enfin, c'est quoi votre idée là-dessus ? La dette souveraine Covid, déjà, au niveau actuel de taux d'intérêt, on est d'accord que c'est en train d'évoluer depuis quelques semaines, mais au niveau actuel, c'est ne pas s'endetter qui n'est pas intelligent. Parce que quand l'argent est gratuit, il y a encore 3 semaines, l'Allemagne et la France, à quelques toutes petites nuances près, s'endettaient gratuitement, voire étaient rémunérés par les financiers pour s'endetter. Si je vous donne de l'argent gratuit, dire, tiens, moi on je est prends. d'accord. Si La question, c'est est-ce que ça va tenir éternellement ? Est-ce que ça va tenir éternellement ? Ce qui est très important de voir, c'est que l'argent pour la puissance publique, c'est pas la même chose que l'argent pour vous et moi. Vous et moi, quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent et on a un petit problème. La puissance publique, par nature, a le pouvoir de créer de l'argent. La Banque Centrale Européenne intervient massivement pour acheter la dette des pays européens. Alors, elle ne le fait pas techniquement tout de suite à l'émission parce qu'elle n'en a pas le droit, mais elle le fait un instant de raison plus tard sur les marchés secondaires, ce qui très franchement économiquement... Donc ça veut dire que les dettes souveraines des États sont devenues la dette souveraine de l'Europe, en fait. Mécaniquement, quoi. Mécaniquement, il y a une création monétaire qui permet de financer les États souverains. On se souvient, en mars 2020, Christine Lagarde, un moment dit « Ah, moi, je ne vais pas m'occuper de ça », et puis 8 jours plus tard, elle change d'avis, et elle a raison de changer d'avis. Elle a raison, il faut savoir évoluer, et elle fait intervenir massivement la Banque Centrale Européenne pour soutenir. Et ça, c'est la chose intelligente à faire. Et donc vous dites, on va terminer là-dessus, l'Union européenne doit devenir une puissance qui s'endette, collectivement. L'Union européenne doit devenir une puissance qui ne se ligote pas les mains par des règles artificielles. Quand on a la possibilité de se désendetter, désendettons-nous. Mais ne nous ligotons pas les mains. Ça, c'est vraiment le message principal. Merci beaucoup Thierry Philippona d'être venu nous présenter cette vision des règles budgétaires européennes. À bientôt sur Bismart. On continue de parler finances, mais finances et biodiversité et rôle des épargnants. C'est tout de suite.